Bonsoir à tous, j'espère que vous passez de bonnes vacances, j'espère que vous passez un bon mois d'août. Nous allons voir dans cette vidéo ainsi que dans les prochaines vidéos un ensemble de manipulations et de configurations qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui ne sont pas, si on veut, présents au niveau des programmes officiels. Des configurations un peu avancées, donc il faudrait minimum une petite base, que ce soit en réseau ou bien en sécurité réseau. Nous allons voir dans cette première vidéo un protocole qu'on n'a pas l'habitude d'évoquer. On va beaucoup plus voir sa configuration et dans quel cas on peut l'utiliser aussi. Le protocole en question, c'est le protocole PPP ou bien Point to Point Protocol. Alors, protocole PPP, c'est un protocole de niveau 2 selon le modèle OSI, donc c'est à peu près la même chose que le protocole Ethernet qu'on a l'habitude de voir. Ce protocole-là diffère du protocole PPP. Pourquoi? Parce qu'il permet de considérer certains paramètres avant d'établir une communication. On peut aussi, via ce protocole, négocier certains paramètres avant de considérer le lien. Parmi ces paramètres-là, on a le mécanisme d'authentification. Donc ce qui se passe, c'est qu'avant qu'il y ait une communication entre les deux extrémités, on fait en sorte qu'il y ait une authentification mutuelle pour pouvoir faire en sorte que la communication puisse s'effectuer entre ces deux extrémités. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi point à point. Donc c'est un protocole de niveau 2 qui est, si on veut, configuré entre deux extrémités. Parmi les caractéristiques de ce protocole, c'est qu'il fonctionne uniquement au niveau des liaisons série, contrairement à Ethernet qui est utilisé au niveau des liaisons Ethernet, donc tout ce qui est câble droit et croisé, etc. Ça peut être considéré comme étant un inconvénient. Pourquoi? Parce que pour pouvoir activer ce protocole et pour pouvoir bénéficier de cet avantage, il faudrait faire en sorte qu'il y ait une liaison série entre les deux extrémités au niveau d'un réseau. Alors, c'est aussi, comme j'ai dit, un protocole qui gère l'authentification. Donc, l'authentification au niveau de PPP, elle est gérée suivant deux protocoles. Donc, on a le protocole PAP et on a le protocole CHAP. Donc, le protocole PAP ou Password Authentication Protocol, donc c'est un protocole qui permet une authentification avec un échange de mots de passe, sauf que c'est en clair. Donc ça, c'est pour le protocole PAP. Pour le protocole CHAP, qui est Challenge Handshake Authentication Protocol, donc ce protocole-là, il permet une authentification sans échange de mots de passe, mais via envoi de challenge. Donc, si on veut, c'est un protocole qui est plus sécurisé. Donc PAP a été créé avant CHAP, c'est pour ça que dans la pratique, on privilégie beaucoup plus le protocole CHAP qui est plus sécurisé. Pourquoi? Parce qu'il n'envoie pas les mots de passe en clair. Donc, comme j'ai dit, le protocole PPP il fonctionne uniquement sur des liaisons série et il permet l'authentification entre deux routeurs et il privilégie une authentification que ce soit via le protocole PAP ou bien le protocole CHAP. Une des caractéristiques aussi du protocole PPP, c'est que c'est un protocole qui formule des trames PPP qui sont moins complexes que les trames Ethernet. Donc on a moins de complexité si on veut. Donc au niveau des trames PPP, au niveau de l'entête PPP, on remarque qu'elle est plus simplifiée que l'entête Ethernet. Donc pour rappel, l'entête Ethernet comprend plusieurs champs. Donc on a le préambule, la longueur, les adresses MAC, source et destination, etc. Au niveau du protocole PPP, donc par exemple, on n'a pas besoin de spécifier l'adresse MAC de destination. Pourquoi? Parce que on est sûr que les deux routeurs sont uniquement reliés entre eux. Donc il y a uniquement ces deux extrémités, point à point. Donc il y a uniquement ces deux points. Et du moment qu'il y a uniquement ces deux routeurs qui sont connectés entre eux via cette liaison série, et donc un routeur s'il veut envoyer une trame PPP, bien évidemment,
il n'est pas censé, si on veut, spécifier l'adresse MAC de destination, il n'est pas censé la connaître. Si on veut, il n'y a pas ici le processus ARP qui permet de récupérer l'adresse MAC de destination à partir de l'adresse IP. Et donc, au niveau de l'adresse MAC de destination, il suffit juste de spécifier une adresse de broadcast ou bien une adresse de diffusion. Donc, si on veut, il y a une certaine flexibilité au niveau de l'échange en utilisant le protocole PPP. Il y a aussi une taille de l'entête et une complexité de l'entête qui est moindre comparant à celle au niveau de l'entête Ethernet qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc on va essayer de voir un petit exemple de configuration. Donc on va faire en sorte qu'il y ait deux routeurs. Donc deux routeurs qui sont reliés entre eux via une liaison série. Par défaut, il a mis un câble croisé. On va opter pour un routeur packet tracer, ou bien routeur générique. Donc ceux-là. On va utiliser la liaison série. Normalement ici par défaut, il va opter pour la liaison série. Donc on va configurer les deux routeurs si on veut de manière assez semblable. Donc, on va essayer d'ouvrir les deux fenêtres pour faire la configuration en même temps. Alors, au niveau de ce routeur, on va par exemple, première étape, on va configurer un nom d'hôte. Donc, via la commande hostname, donc ça sera par exemple R1. On fait la même chose au niveau du second routeur. Enable, configure terminal et hostname R2. Donc la configuration du nom du routeur est très importante, on va le voir par la suite. Deuxième étape, c'est la configuration bien évidemment des interfaces. Donc normalement c'est l'interface série 2/0 au niveau des deux extrémités. Donc au niveau de la configuration, donc ce qui change par rapport à la configuration qu'on avait l'habitude de faire, c'est forcer l'utilisation du protocole PPP. Donc si vous ne le savez pas, par défaut au niveau des interfaces série, on utilise le protocole HDLC. Protocole HDLC, c'est aussi un protocole de niveau 2. Et PPP, c'est un protocole qui se base sur le protocole HDLC. Donc il faut forcer l'utilisation de PPP, et donc ça sera via la commande encapsulation PPP. Voilà. Là, on va dire au routeur d'utiliser le protocole PPP au niveau de son interface série 2/0. On va aussi opter pour une adresse IP. Donc un réseau. Donc ici, ça sera 1.1. Au niveau de l'autre routeur, ça sera 1.2. Et on va bien évidemment allumer l'interface. On fait la même chose au niveau du deuxième routeur. On accède à l'interface série. On active le protocole PPP. On attribue à cette interface une adresse IP du même réseau. .1.2 avec un masque /24 et on allume l'interface. Voilà, on a fait la configuration de base. Donc là, à ce stade-là, on a configuré le protocole PPP. On l'a activé au niveau des deux interfaces. Ça veut dire que la communication entre les deux routeurs, elle va se faire via le protocole PPP. Maintenant, puisque PPP, il permet de garantir et de configurer plusieurs autres paramètres en plus de la communication et dans l'authentification, on va essayer de configurer l'authentification PPP au niveau des deux routeurs. On va opter par exemple pour le protocole PAP. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que, comme on l'a dit au préalable, le protocole PPP il permet l'authentification via un échange de mots de passe. Donc ce qu'on va faire, c'est créer deux noms d'utilisateurs et mots de passe au niveau des deux routeurs. Donc au niveau de R1,
on va créer l'utilisateur R1. On quitte le mode de configuration d'interface. Et donc, ça sera via la commande username R1 password. On ne va pas compliquer les choses, on va mettre R1. Même chose au niveau du deuxième routeur. On quitte le mode de configuration d'interface et on crée un nom d'utilisateur avec un mot de passe. Voilà. Donc, R1 password R1 et R2 password R2. Donc ça, c'est pour pas compliquer la configuration, sinon on peut opter pour un autre mot de passe. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que du moment que au niveau de PAP, on échange un mot de passe, le mot de passe qu'on est en train d'échanger, c'est un mot de passe unique. Et donc, ici, ça ne devrait pas être le mot de passe R2, mais plutôt le mot de passe. Par exemple, on va opter pour Cisco, par exemple. L'objectif, c'est que le mot de passe doit être unique au niveau des deux extrémités. Ils doivent partager le même mot de passe. Et donc, on va mettre ici aussi Cisco. Voilà. L'essentiel, c'est de garder le même nom d'utilisateur qui est R1, qui est le même nom d'hôte du routeur. Maintenant, on va configurer PAP. Pour pouvoir configurer PAP, bon, d'abord, il faut accéder à l'interface série où est activé le protocole PPP. /0. Et là maintenant, on va activer le protocole PAP. Pour pouvoir activer le protocole PAP, c'est via la commande PPP Authentication PAP. Voilà. Bon, c'est down parce que au niveau de l'autre interface, on n'a pas encore configuré, on n'a pas encore fait en sorte qu'il y ait une authentification en utilisant le protocole PAP. Maintenant, on va configurer tout ce qui est paramètres d'authentification en utilisant ce protocole. Donc on va envoyer nom d'utilisateur et mot de passe. Donc ça sera via la commande ppp pap send username. Donc on va envoyer un nom d'utilisateur. Donc là il faut faire attention, on ne va pas envoyer son propre nom d'utilisateur, mais on va envoyer le nom d'utilisateur du second routeur. Et donc ça sera R2 et mot de passe, bien sûr c'est le même. Et au niveau du deuxième routeur, qui est celui-là, donc bon, ça sera les mêmes étapes. On va accéder en mode de configuration d'interface. Et on va activer le protocole PAP, donc PPP Authentication PAP. Et là, on va envoyer un nom d'utilisateur et mot de passe. Et là, on va envoyer R1 comme nom d'utilisateur. PPP PAP send username, donc ça sera R1 et password Cisco. Faut juste faire attention que ça doit être le même mot de passe. Et aussi, regardez maintenant, c'est up, veut dire qu'il y a une communication. La communication, elle s'est faite, pourquoi? Parce qu'il y a eu une authentification. Si par exemple, j'avais saisi un autre mot de passe, veut dire que les deux routeurs ne sont pas en train d'échanger le même mot de passe, et donc il y a un échec au niveau de l'authentification. Et s'il y avait un échec au niveau de l'authentification, on ne considère pas le lien, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de communication. Donc voilà un des avantages de PPP. Donc ça c'était pour la configuration de PAP. Pour pouvoir configurer le protocole CHAP, donc c'est à peu près la même chose. Donc on est en mode de configuration d'interface. Donc il fallait juste mettre PPP Authentication. Ici regardez, vous avez soit CHAP soit PAP. On aurait pu mettre CHAP. Voilà. Et il n'y a pas la commande qui permet d'envoyer le nom d'utilisateur et mot de passe, etc. Pourquoi? Parce que CHAP c'est un protocole qui se base sur une authentification sans échange de mot de passe, mais via un envoi de challenge. Donc il suffit juste de spécifier le protocole au niveau des deux extrémités pour que ça marche. La configuration de PAP, elle est un peu plus, pas compliquée, mais il y a une ligne en plus qu'il faut insérer, qui est là, l'envoi du nom d'utilisateur du routeur voisin
et le mot de passe qu'on est en train d'échanger. Regardez, quand j'ai mis CHAP, la liaison elle est devenue down. Pourquoi? Parce que déjà, il n'y a pas le même protocole d'authentification qui est utilisé au niveau des deux extrémités, donc il n'y a pas carrément d'authentification. Donc on n'est pas en train d'échanger des informations d'authentification correctes. Donc à part ces petits messages de système qu'on reçoit au niveau des routeurs, on ne peut pas vraiment vérifier si PPP a bien été configuré ou pas. Mais sinon, on a des commandes, on peut saisir des commandes qui nous permettent de voir des messages, tous les messages que s'envoient les deux routeurs en temps réel. Donc on a, ces deux commandes doivent être saisies au niveau du mode utilisateur privilégié. Donc on quitte le mode de configuration aussi, ici, et on tape la commande debug PPP authentication. Voilà, regardez ici, on est en train de voir tous les messages qui sont reçus de part et d'autre des deux extrémités. Ici, regardez, vous avez toujours tout ce qui est que closed, etc. Regardez, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'authentification. On va essayer de remettre les choses en marche. On va d'abord désactiver cela. Alors, c'est normalement ici qu'on a mis CHAP. Et donc, ça sera ici qu'on devrait désactiver ce débogage pour juste pouvoir no debug PPP authentication. Voilà. On arrête le débogage juste pour reprendre la configuration. Bon, déjà, on va voir ce qu'on a au niveau du fichier. Donc, show running config. On va voir ce qui se passe au niveau, ce qu'on a configuré au niveau de la 2/0. Regardez, on a PPP authentication CHAP. Ça, on va l'enlever. Et on va remplacer par PAP. Voilà. Interface série. Et là, on va mettre no PPP authentication CHAP. On va plutôt mettre, regardez, là c'est up, et on va plutôt mettre PPP authentication PAP. Voilà, et on va saisir la commande qui permet d'envoyer le nom d'utilisateur et le mot de passe. Là on est au niveau de R2, donc on va envoyer R1, donc PPP PAP Saint username R1 password Cisco. On revient maintenant au débogage, donc on va activer le débogage authentication. Il y a aussi la commande de PPP debug PPP negotiation. Donc il y a ces deux commandes qu'on peut saisir. Donc l'une c'est pour voir tous les messages d'authentification PPP, PAP ou bien CHAP. Donc tout dépend de ce qu'on a configuré. Debug PPP Negotiation permet de voir tous les messages de négociation de paramètres. Donc tout ce qui est nom d'utilisateur et mot de passe. Donc voilà pour la configuration de PPP. À vrai dire, la vidéo ne porte pas essentiellement sur le protocole PAP, mais sur un autre protocole. Avant de l'introduire, il fallait introduire le protocole PPP. Pourquoi? Parce qu'il en dépend. Alors, ce qu'on a dit, c'est que le protocole PPP, c'est un protocole qui ne peut être utilisé uniquement au niveau des liaisons série. Et ça présente un inconvénient quant à la configuration. On peut se demander, on peut se poser la question, si on voulait configurer un protocole de niveau 2 qui ressemble au protocole PPP et qui peut fonctionner au niveau des liaisons Ethernet. Donc ça, c'est la question. Et donc la réponse, c'est qu'il y a un autre protocole qui dérive du protocole PPP et qui permet
de bénéficier, si on veut, des avantages du protocole PPP dans l'authentification au niveau des interfaces Ethernet, des liaisons Ethernet, pardon. Et ce protocole-là se dénomme PPPoE, donc Point-to-Point Protocol over Ethernet. Donc via ce protocole de niveau 2, on va pouvoir encapsuler des trames PPP dans des trames Ethernet, mais aussi offrir les avantages de PPP sur les liaisons Ethernet. Donc on va plus précisément parler de ce protocole et voir une manipulation qu'on peut faire en utilisant le protocole PPPoE. Alors ce qu'on peut remarquer aussi dans le cas du protocole PPP, c'est que les deux routeurs, ils ont, si on veut, le même niveau. Ils sont égaux et s'authentifient aussi mutuellement. C'est pour ça qu'on dit que le protocole PPP, il fonctionne avec des pairs. Donc c'est un mode d'authentification pair à pair. C'est-à-dire que les deux extrémités, ils ont le même niveau. Au niveau du protocole PPPoE, ça diffère légèrement. Pourquoi? Parce que PPPoE implémente une approche client-serveur. Donc client-serveur, si on peut faire en sorte que le serveur soit un fournisseur d'accès Internet et le client c'est un abonné. Et donc le fournisseur d'accès Internet va jouer le rôle du serveur et le client va jouer le rôle de l'abonné, ou bien l'abonné va jouer le rôle du client, pardon. Et l'idée est de demander une connexion au fournisseur d'accès Internet et via le protocole PPPoE, le FAI, ou bien le fournisseur d'accès Internet, ne va établir une connexion avec le client que si le client va le demander en premier. Donc il n'y a pas ce mécanisme d'authentification mutuelle, mais plutôt une approche client-serveur. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est une manipulation de ce genre. Donc on va faire en sorte qu'il y ait, par exemple, deux abonnés qui vont jouer le rôle des clients et on va avoir à l'autre extrémité, on va avoir ici le serveur qui sera le fournisseur d'accès Internet. Entre les deux, on va avoir des modems DSL, un pour chacun. Donc c'est à peu près ce qui se passe au niveau des cas réels. Donc quand vous avez un abonnement auprès d'un fournisseur d'accès Internet, vous avez un compte utilisateur unique. Généralement, c'est le numéro du téléphone fixe. Donc, je parle dans le cas réel chez nous. Et chaque abonné est identifié par son numéro de téléphone fixe, plus un mot de passe, bien évidemment. Et le fournisseur d'accès Internet n'accorde de connexion, ne donne la possibilité au client de se connecter et de lui offrir aussi tous les services de connexion Internet ou bien haut débit, etc., que si ce dernier s'authentifie, c'est-à-dire qu'il saisit les noms d'utilisateurs et mots de passe correctement, qu'il pourra avoir cette connexion à son niveau. On va mettre en place un cloud ici, ça va jouer le rôle de liaison entre le fournisseur d'accès Internet et les clients. On suppose qu'ici il y a un grand réseau. On va câbler le tout. Donc le PC, chaque client est relié à son modem. Donc au niveau de chaque maison, si on veut, au niveau de chaque local, pour chaque abonné, on a un modem. Ces modems-là vont vers le fournisseur d'accès. Ils passent par le cloud. Et ce dernier est relié au fournisseur d'accès Internet. Vous remarquez ici qu'on a une liaison Ethernet et on n'a pas une liaison série. L'objectif, ça va être de faire en sorte que le protocole PPPoE soit fonctionnel et le protocole PPPoE n'est fonctionnel uniquement sur les liaisons Ethernet et permet d'offrir les avantages du protocole PPP. Alors, donc ça sera notre fournisseur d'accès Internet. Et là, on aura nos clients. Client 1 et client 2. On peut avoir autant de clients. Donc, si on a plusieurs clients, il faudra juste ajouter plusieurs modems DSL qu'on relie au cloud.
Alors, donc l'idée c'est quoi? C'est de faire en sorte que ce fournisseur d'accès Internet ne permette une communication ou ne permette une connexion à Internet, c'est-à-dire offrir le service de connexion en tant que fournisseur d'accès Internet à ces différents clients que si ces derniers s'authentifient correctement. Alors, au niveau des clients, il n'y a rien à configurer, même pas les adresses IP. On verra après. Au niveau des modems aussi. Au niveau du cloud, on va juste faire une liaison. Donc on va à l'onglet config DSL. Il faut juste relier les extrémités entre elles. Donc ici c'est l'interface Ethernet 6. Et là on a les interfaces modem 4 et modem 5. Donc l'idée c'est de juste créer une liaison entre Ethernet 6 et modem 4 et entre Ethernet 6 et modem 5. C'est tout. Donc c'est tout ce qu'il y a à faire. La configuration de PPPoE va se faire au niveau, bien évidemment, du routeur. Ce routeur-là, il va jouer le rôle de fournisseur d'accès Internet. Donc, on a plusieurs étapes de configuration. On va d'abord configurer, on va faire les configurations basiques. Donc, enable. On passe en mode de configuration du terminal. On va attribuer un nom au routeur, donc via la commande hostname, fournisseur d'accès Internet. C'est aussi optionnel. Alors, on va accéder à l'interface qui est reliée au cloud. Donc cette interface-là, c'est la Fast Ethernet 0/0. Voilà. On va, donc par défaut, au niveau de cette interface, c'est le protocole Ethernet qui est activé. On va faire en sorte de forcer l'utilisation du protocole PPPoE. Donc, ça sera via la commande PPPoE enable. Donc là, on a activé le protocole PPPoE au niveau de cette interface. On va attribuer une adresse IP statique à cette interface, donc via la commande, bien évidemment, IP adresse. Donc on va par exemple lui donner l'adresse 84.3.98.1 avec un masque /24 par exemple. Voilà. Bien évidemment, on va allumer cette interface. Voilà, on quitte le mode de configuration d'interface. Donc à ce niveau-là, on a configuré l'interface Ethernet qui est reliée au cloud. On lui a attribué une adresse IP et on a activé le protocole PPPoE. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, ça sera la création des comptes utilisateurs. Donc ces comptes utilisateurs qui sont composés de noms d'utilisateurs et mots de passe. Ça sera des noms d'utilisateurs et mots de passe qu'on va donner aux clients. Et c'est via ces noms d'utilisateurs et mots de passe que ces clients pourront se connecter. Donc c'est la même chose au niveau d'un fournisseur d'accès Internet. Dès que vous faites un abonnement, on vous donne votre nom d'utilisateur et mot de passe que vous devez saisir au niveau de votre configuration, au niveau de votre modem pour pouvoir accéder à Internet. Et ce mot de passe doit rester bien évidemment confidentiel. Donc on va créer deux noms de compte utilisateur pour les deux clients. Donc ça sera via la commande username. Donc on va mettre client 1 et password, on va mettre aussi client 1 pour ne pas compliquer. Client 2 pour le second. À ce stade-là, on a créé deux comptes utilisateurs pour les clients 1 et 2. Si on avait 3, on est supposé créer 3, etc. Donc autant de comptes utilisateurs que de clients qui veulent se connecter au fournisseur d'accès Internet. Maintenant, on va créer un pool d'adresses IP, une plage d'adresses IP, qui va regrouper les adresses IP qu'on va attribuer aux clients une fois ces derniers authentifiés. C'est pour ça qu'on n'a pas configuré d'adresse IP au niveau des clients. Donc le client, dès qu'il s'authentifie via son nom d'utilisateur et mot de passe, il va se voir attribuer une adresse IP
qui va utiliser pour pouvoir accéder à Internet. C'est à peu près la même chose. Donc même si on avait saisi des adresses IP ici, ça sera des adresses IP privées, contrairement aux adresses que les clients devraient utiliser, qui sont des adresses publiques, qui sont des adresses routables sur Internet, et ces adresses doivent être affectées par le fournisseur d'accès. C'est pour ça qu'on va créer un pool d'adresses IP. Donc ça sera via la commande IP local pool, puis on va donner un nom à ce pool, donc on va le nommer pool pour faire simple, et on va spécifier les extrémités de la plage d'adresse. Donc ça sera 84.3.98.2, et l'autre extrémité ça va être 84.3.98 par exemple 8, c'est-à-dire qu'on a les adresses qu'on peut attribuer au niveau de ce pool, c'est de 2 jusqu'à 8. On peut faire plus, on peut faire moins, donc tout dépend ce qu'on veut. Voilà, donc ça c'est le pool d'adresses IP, c'est l'ensemble des adresses IP qui vont être attribuées aux clients authentifiés. Maintenant on va configurer une interface virtuelle, donc ça sera via la commande interface virtual template, on va lui donner un identifiant 1. Donc on peut se poser la question pourquoi créer une interface virtuelle. Donc l'interface virtuelle c'est un type assez spécial d'interface au niveau d'un routeur qui permet de représenter une connexion PPP à travers Ethernet, donc une connexion PPPoE. En d'autres termes, quand un client va vouloir établir une connexion au serveur, le serveur va créer de manière dynamique une interface qui va représenter cette connexion. Et donc il va créer autant d'interfaces virtuelles que de clients qui veulent, si on veut, s'authentifier. Donc on a créé cette interface via la commande interface virtual template 1. Donc l'idée c'est juste 1. Donc là, on est au niveau de la configuration de cette interface. Donc il y a si on veut plusieurs paramètres qu'on peut configurer. Donc on a le premier paramètre qui est IP unnumbered, et là on met l'interface 0/0. Donc cette commande elle va permettre de dire au routeur d'utiliser l'adresse IP de l'interface physique, qui est l'adresse IP de l'interface 0/0 à chaque fois qu'il crée plusieurs interfaces virtuelles ou bien si on veut logiques. Ce qu'il faut aussi configurer au niveau de cette interface virtuelle, c'est quelle adresse on va donner au client, et donc on va spécifier au niveau de l'interface virtuelle que toutes les adresses IP qu'on va attribuer au client font partie du pool d'adresses qu'on a créé. Et donc ça sera via la commande peer, donc peer c'est pour dire client ou bien un pair, default IP address pool, et on va ici spécifier le nom du pool qu'on a créé. Donc c'était pool avec majuscule. Et bien évidemment on termine par spécifier l'authentification qu'on va utiliser au niveau de cette interface. Donc ça sera PPP Authentication, on va opter pour SHAP. Donc on aurait pu opter pour PAP, mais on va opter pour CHAP. Pourquoi? Parce que c'est un protocole d'authentification qui est plus sécurisé. Dernière étape de configuration, c'est la création de ce qu'on appelle un groupe VPDN. Donc VPDN c'est Virtual Private Dial-Up Network. Donc VPDN c'est un réseau qui va permettre au client d'initier une connexion au serveur. Donc il faut d'abord activer VPDN, donc ça sera via la commande VPDN Enable en mode de configuration du terminal, VPDN Enable. Et là on va créer ce groupe VPDN ou bien ce réseau qui va permettre au client d'initier la connexion. Et donc ça sera via la commande VPDN-6 groupe, et on va donner un nom à ce groupe. Donc on va faire simple, groupe avec E, ouais. Alors on rentre en mode de configuration du groupe VPDN, et là on va bien évidemment spécifier aussi des
paramètres. Alors, il faut faire en sorte qu'au niveau de ce groupe VPDN, on puisse initier une connexion. Et donc, ça sera via la commande accept dialing, tout simplement. Et puis, on va relier ce groupe à l'interface virtuelle qu'on a créée. Et bien évidemment, faire en sorte d'utiliser au niveau de ce réseau le protocole PPPoE. Donc, ça sera via la commande protocole PPPoE. Et bien évidemment associer l'interface virtuelle qu'on a créée, donc la 1 avec ID1 à ce groupe. Donc ça sera via la commande virtual template et on va spécifier l'ID de l'interface virtuelle qu'on a créée qui est le 1. Voilà. Donc là, ne faites pas attention au message qu'on a ici. Donc de 1, on a terminé la configuration du protocole PPPoE au niveau de cette manipulation. Ce qu'il faudrait faire comme remarque, c'est que la configuration de PPPoE n'est pas une configuration qui est vraiment complexe, mais pas évidente au niveau des simulateurs. C'est pour ça que vous remarquez que je suis en train d'utiliser le simulateur Packet Tracer avec une version très antérieure, donc c'est la version 7.0. Donc j'avais l'habitude d'utiliser la 7.8, qui est la version actuelle. Sauf que les commandes concernant la configuration du protocole PPPoE ne fonctionnent pas et ne fonctionnent uniquement sur cette version de Packet Tracer qui est assez ancienne. Mais bon, l'objectif c'était de présenter ce protocole qui est assez méconnu. Donc là, on a terminé avec la configuration du protocole PPPoE. On passe maintenant au test. Donc pour tester, il suffit juste d'aller au niveau des clients. Donc on est au niveau du client, on a une interface qui comporte plusieurs services. Parmi les services qu'on va utiliser, c'est celui-là, PPPoE Dialer. Donc ici, regardez, c'est ici qu'on va saisir les données d'authentification pour que le serveur puisse nous accorder cette connexion. Si on se rappelle bien, au niveau du serveur, on avait créé les comptes utilisateurs client 1, client 2. Donc c'était tout simplement client 1 avec mot de passe client 1 aussi. Et on clique sur Connect. Regardez, vous avez le message PPPoE Connected. Donc là, on a une liaison avec le fournisseur d'accès Internet. Pourquoi? Parce qu'on a été authentifié. Ce qu'on peut vérifier par exemple, si on va au niveau de l'interface de l'invite de commande du PC, si on tape la commande IP config all, regardez, on a une adresse IP qui a été attribuée au niveau du PC. Et c'est une adresse IP qui fait partie du pool. Donc c'est la 98.3. C'est pour ça que j'ai dit que c'est pas la peine de saisir une adresse IP qui ne sera pas utilisée au niveau de la communication en utilisant le protocole PPP. Donc, même chose au niveau du deuxième client. Donc chaque client a son compte. Client 2. Client 2. Même chose. IP. Voilà, il a l'adresse .4. Donc on peut attribuer à ces PC l'ensemble des adresses qui sont présentes au niveau du pool. C'est à nous de décider la taille du pool et créer autant de comptes que de clients. Donc voilà pour ce protocole qui est assez méconnu, qu'on n'a pas l'habitude d'enseigner à l'université par exemple. C'est un protocole qui est assez intéressant. Pourquoi? Parce qu'il permet d'illustrer ce qui se passe réellement quand on se connecte à un fournisseur d'accès. Et c'est aussi un protocole qui est assez qui a été si on veut créer pour pouvoir satisfaire les liaisons Ethernet. Donc on voulait bénéficier des avantages du protocole PPP au niveau des interfaces Ethernet, et donc via le protocole PPPoE on peut avoir les deux en même temps.
Et voilà, donc voilà pour aujourd'hui. Donc on va essayer de voir aussi d'autres manipulations et configurations qu'on n'a pas l'habitude de voir. On va essayer de les voir durant ce mois d'août pour pouvoir, si on veut, approfondir ses connaissances et pour pouvoir aussi découvrir des protocoles et des standards qui sont assez méconnus au niveau, si on veut, des domaines réseau et sécurité. Sinon pour PPPoE, pour la configuration que je viens de saisir au niveau de cette vidéo, elle ne peut se faire uniquement au niveau de la version 7.0, donc je le dis bien, 7.1, 7.2, 7.3 ou bien la 8, on ne peut pas réaliser ce TP. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines commandes qui ne sont pas reconnues par le simulateur. Mais sinon, je pense qu'il y a d'autres configurations qui peuvent se faire, qui je pense sont plus compliquées que celle-là, et dans lesquelles on peut faire en sorte que PPPoE fonctionne. Mais sinon, je pense que la configuration que je viens de présenter, c'est la configuration la plus simple pour un débutant, pour pouvoir apprivoiser les protocoles PPP et PPPoE.